Ça y est, Hyundai vient de dégainer en premier en Europe avec une grande citadine, on va en parler, un prix à mon sens canon et une très bonne autonomie. Je vais dire le seul point faible encore, architecture 400 volts, une petite batterie et donc finalement une recharge en 2-3C très certainement. Donc obligatoirement, on a une durée du temps qui se rapproche encore de 30 minutes. Pour le reste, je vous ferai pas mal d'incrustations, notamment des visuels pour que vous puissiez vraiment comprendre. Face à la référence qui est la Renault 5, c'est un peu plié. Et même l'Apollo, finalement, ce véhicule-là va en donner plus. 4,15 m en longueur. Sur la N-Line, ça sera un peu plus grand, 4,17 m. C'est ce que je vous ai dit. Renault et la Renault 5 et même l'Alpine, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait un véhicule beaucoup trop petit. 3,93 m, 3,97 m. Pour ceux, au final, voilà, en France, on va en parler du prix, on la prime C2E, ça sauve un peu, on va dire, le constructeur français, mais pour le reste, on va en parler notamment, elle est fabriquée en Turquie, il n'y aura peut-être pas notamment l'ADEME. Donc largeur, hors rétro, on est à 1,80 m, en hauteur 1,50 m, un empattement de 2,68 m, un coefficient de CX de 0,26, donc c'est très bien, un diamètre de braquage de 10,4 mètres, je crois que c'est ce que fait plus ou moins aussi des Twingo. La Renault 5 aussi, c'est vraiment très bien. 5 places, une production à l'usine Hyundai Dizmit, si je dis bien. Donc en Turquie, je vous disais, 23 cm de plus que la Renault 5 et a priori l'empattement gagne 14 cm. J'essaierai aussi de vous faire un petit comparatif entre la Hyundai donc Ioniq 3 face à la Renault 5. C'est sans équivoque, notamment au niveau du coffre, mais on va y revenir puisque le coffre est donné à 441 litres. Attention face à la Renault 5 qui fait 326 litres, mais il y a aussi leur méga box, donc a priori qui est au niveau du plancher. Est-ce qu'on doit le compter? On a aussi la banquette, donc la banquette qui est rabattable, 1213 litres, c'est vraiment très bon. Je vous ai fait la vidéo, elle a pas mal plu donc sur la L03, c'est assez fou de se dire que cette citadine qui est quand même beaucoup plus petite, eh bien je dirais pas qu'elle en propose plus, mais en termes de volume, c'est pratiquement une équivalence. Alors attention, on parle toujours de volume, le véhicule est plus haut et obligatoirement, quand on a un véhicule qui est plus coupé, mais une profondeur quand même, là, la L03 de chez Xpeng, c'est 4,65 m. Là, on est sur un véhicule donc, de 4,15 m. Ça sera la plus grande parce que de mémoire, la Polo, c'est 4,05 m. Donc pour une citadine, je pense que c'est clairement top. Donc on peut également remorquer jusqu'à 750 kg, c'est plutôt pas mal, supporter 100 kg sur le toit. Et je vous disais, donc le Megabox, c'est 119 litres, sinon la 322 litres, mais c'est très bien. Deux batteries, Hyundai, ça y est, comme Renault et tous les autres constructeurs, et depuis pas mal de temps, Tesla et les marques chinoises. Et 42,2 kWh, c'est quand même assez énorme. Pourquoi? Parce que l'empattement est très grand. Et donc une tension de 322 watts, donc pas exactement 400 watts. Cellule annoncée comme provenant de Chine, donc il y a de fortes chances, comme je vous dis, de toute façon sur la première batterie, cette fois-ci par contre, qu'il n'y ait rien. Une autonomie de 344 km WLTP. Donc c'est banco. On reverra au niveau de la puissance au moteur, à chaque fois, ils arrivent à délivrer plus avec la batterie LFP. La deuxième, c'est une batterie LMC, 61 kWh. Donc on verra, et je vous disais donc 42,2 kWh, on verra donc Renault sur une plus petite plateforme et aussi donc un empattement plus petit et un véhicule citadin plus petit, s'ils sont capables de sortir, on va dire 60 kWh pour arriver à 500 km. Et pareil pour le groupe Stellantis, là on arrive à 497 km WLTP, c'est pas mal, mais avec une capacité de 61 kWh, je pense qu'on aurait pu éventuellement avoir plus. Les cellules NMC proviennent de Hongrie. Et là, Turquie, Hongrie, peut-être que ça pourrait matcher éventuellement pour la prime, puisque je ne sais plus si c'est Kia ou Hyundai quel véhicule, il arrive à avoir l'ADEME, parce que, notamment au niveau de certains métaux, eh bien, au niveau de l'éco-score, ça passe. L'affiche, notamment britannique, parce qu'on n'a pas encore toutes les informations, pareil, j'essaierai de vous intégrer donc, le site internet en France, les prix sont des Pays-Bas, la petite batterie LFP donc, devrait être moins chère, robuste, et aux charges 100% comme vous le savez. Donc au final 300 km, c'est pratiquement tout ce que les constructeurs vont proposer
Polo, aussi bien sûr la Renault 5. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. La grande NMC, on a un bel écart, 300 pour la petite, 500 pour la grande. Donc clairement, c'est plutôt bien. On est sur un véhicule traction, batterie, je vous le disais, une puissance notamment au niveau donc, du moteur de 147 chevaux dessus, 107,8 kW. Je vous ai fait beaucoup d'incrustations, je trouve qu'elles sont plutôt jolies. Alors, des moteurs qui ne sont pas ultra puissants, mais 8 secondes 8, ça fonctionne bien, une vitesse max de 169 km par heure. On a 250 Nm, donc ça c'est plutôt pas mal pour les deux moteurs, puisque finalement on a une différenciation, je pense que c'est le même moteur, mais c'est la batterie qui va changer finalement les configurations, même si c'est encore une fois la même tension. Puissance du moteur sur la NMC, donc de 61 kWh, on a 135 chevaux, ce qui fait 99,5 kW de puissance pour le moteur. 9 secondes 5, donc c'est étonnant de se dire que la plus grosse batterie, même si c'est une NMC, qu'elle a plus de densité, une vitesse max aussi de 164 km/h, ça suffit largement. La petite batterie reçoit le moteur le plus puissant, la grande autonomie sacrifie quelques chevaux afin de privilégier l'efficience. Ça me fait penser notamment à la Mazda, je crois que la 6e. Bon, voilà, c'est après une question, on va dire, technique. La recharge, par contre, pareil, hein, c'est kiff bourricot, 10,80 en 29 minutes et un pic de 119 kW. C'est plutôt pas mal, donc sur la petite batterie et la grosse batterie en NMC, 110 kW. Alors pareil, je ne comprends pas pourquoi. La batterie est plus grosse, donc elle devrait pouvoir avoir plus de puissance. Donc comme je vous dis, donc ça veut dire qu'elle prend moins, elle doit être à peine en quoi? En 2C, hein, puisque 61, ça fait ça. Environ 30 minutes, un 10,80, on aurait pu apprécier éventuellement plus de puissance au niveau du pic en DC, et puis une recharge un petit peu plus rapide. Donc c'est vraiment le seul point aujourd'hui à mon sens sur un véhicule électrique citadin à corriger, parce qu'après pour le prix, quand vous voyez le prix d'une Polo, mais même pas électrique, hein, mais d'une Clio ou d'une Polo thermique, on est dans ces prix-là, aux alentours de 30 000 euros. Donc avec les véhicules thermiques citadins qui augmentent et les véhicules électriques on va dire, donc citadins qui ont tendance un petit peu à baisser quand même, hein, c'est un fait. Donc le site Hyundai Luxembourg évoque une recharge AC pouvant atteindre 22 kW, tandis que la fiche technique britannique indique 11 kW. Donc ça, on verra bien, ce que ça sera en option éventuellement. Aussi Hyundai qui a là-dessus, hein, les Coréens, c'est les deux mêmes, c'est le même goût, a tendance à être un petit peu mesquin, très occidentalisé sur ses fiches et éventuellement de, on va dire, tout optionner, hein. Poids et châssis, on a un véhicule qui est plutôt léger. Donc sur la batterie LFP, petite batterie, on est à 1 tonne 550 jusqu'à 1 tonne 645 et on est pratiquement sur la même chose en NMC puisque la densité est plus importante. En fait, le volume et le poids, c'est pratiquement la même chose. 1 tonne 555, 1 tonne 650 pour la N-Line, a priori jusqu'à 1 tonne 660. Le poids de départ donc de la grande batterie semble étonnant, proche de celui de la petite batterie. Ça, je dirais que dans l'ensemble, c'est plutôt cohérent. Pour le châssis, suspension avant, McPherson, bon, c'est bien. Train arrière, CBTA, une traverse donc de torsion optimisée. Frein avant, disque ventilé 305 mm et frein arrière, disque aussi plein 284 mm, jante de 16 à 19 pouces. C'est là aussi la force, encore une fois, de chez Hyundai et Kia, c'est de faire des petits véhicules avec une épaisseur donc de batterie, de cellules et de pack qui soit plus fin et de pouvoir proposer du 16 pouces. Parce que chez Renault notamment, on est tout de suite sur du 18, même sur la Twingo, on est en 16 option 18 pouces. Et ça, c'est le problème non pas de la LFP, ou NMC, même si on le voit pareil pour la Mégane quand ils sont passés à la batterie LFP 2 cm d'épaisseur de plus, c'est la technologie, en fait, la chimie et notamment des poches. La Renault 5, hein, on en parlait, le train arrière qui est en multibras, donc il doit beaucoup mieux travailler, ça c'est un gros avantage. Pour le reste, hein, technologie embarquée, la Ioniq 3 inaugure en Europe le système Pleos Connect, je ne connais pas, fondé donc, sur Android Automotive OS. Selon les versions, donc on aura un écran central de 12,9 pouces ou 14,6 pouces, instrumentation numérique de 9,9 pouces, Apple CarPlay, Android Auto, sans fil, planificateur d'itinéraire électrique, préconditionnement de la batterie, pompe à chaleur en option selon les marchés, c'est ce que je vous disais, la clé numérique sur smartphone, système audio Bose, caméra à 360 degrés, stationnement à distance, ça c'est plutôt pas mal, conduite assistée sur autoroute, mémorisation des réglages d'aide à la conduite, Memories Reserve Assist, capable de mémoriser les 50 derniers mètres pour ressentir d'un passager donc difficile en marche arrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Le V2L et la charge intelligente, je pense que sur celle de base, il n'y aura très certainement pas. La Ioniq 3 donc, peut alimenter des appareils électriques, V2L intégré
intérieur et extérieur. Puissance maximale 3,6 kW, pas 3,7. Puissance donc sur la prise, en tout cas en tension 230. Dans le véhicule selon les versions, compatibilité plug and play et une fonction V2X annoncée sont les marchés et les packs. Je crois qu'en France, le G est autorisé, mais pas le X. J'ai un petit doute, notamment sur le H qui est le Home. Attention, certaines fonctions seront probablement réservées aux finitions supérieures et un pack spécifique. Ça, voilà, c'est les prix a priori de départ en fonction de leur finition. On risque d'être 30-35 000 sur vraiment la finition haute et je crois que sur la N, on est aux alentours des 40 000 euros. N, après, est-ce qu'il y aura vraiment des versions plus performantes? C'est vrai que les moteurs sont un petit peu plus modestes. Par rapport au prix, donc à partir de 27 990 euros pour la batterie de 42,2 kWh en LFP, la NMC 61 kWh à partir de 31 995 euros. Mais franchement, avec l'autonomie qu'on a, ça sera vraiment très bien. Sur la N-Line, je vous disais, plus de 40 000, 41 995 euros, ça sera peut-être un petit peu plus cher aussi en France. Ce ne sont pas encore les prix français, donc il faut rester prudent, mais une Ioniq 3 de 61 kWh avec 497 km et 441 litres de coffre proche de 32 000 euros sera extrêmement agressif. Mais vous le savez, comme Renault va revenir avec une plus grosse batterie, va notamment supprimer, pas les cellules, mais les modules en tout cas, réduire très certainement peut-être un peu les coûts, Renault le sait, et donc là c'est Hyundai qui sont encore une fois les premiers à dégainer. Pour finir sur la conclusion et notamment la Renault 5, qui est la leader, il faudra voir sur l'idée Polo qui est un petit peu plus grande, qui est peut-être plus pragmatique, mais en termes de technologie, elles se correspondent, on va dire, toutes. Le gros avantage, encore une fois, pour la Renault et la Polo, nous, on aura la prime C2E, à voir si elle l'a, et si elle l'a, je pense que ça sera de toute façon sur la grosse batterie, puisque vous l'aurez compris, les batteries LFP viendront de Chine, donc là, ça sera, à mon sens, je pense, complètement mort. Donc 150 chevaux contre 135 chevaux pour la grande Unity, on aura la Ioniq, on aura très certainement aussi une augmentation peut-être de la puissance pour la Renault 5 lors d'un restyling, il va falloir qu'ils se mettent à jour. Un train arrière multibras, je vous disais, donc ça c'est très bien. Un format plus court et plus urbain, certes, mais beaucoup moins logeable à l'arrière, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, et c'est une 5 places aussi, mais franchement, se mettre à 3 derrière, c'est quand même assez compliqué. Une fabrication française, une identité et un design beaucoup plus émotionnel. Donc dans l'ensemble, la Renault 5 est plutôt pas mal, c'est peut-être plus pour lorsque on est deux, là ils ne pourront pas faire de changement au niveau de l'empattement, Google Automotive et tout, mais pour le moment, on n'a que 430 km, donc 500 km pour quelqu'un qui veut une citadine et qui ne veut pas une compacte, et notamment peut-être qu'il ne peut pas recharger chez lui, ou qu'il a envie de recharger une fois tous les 15 jours, ou éventuellement tous les mois. Concrètement, la Hyundai Ioniq 3, je pense qu'elle sera complètement imbattable. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je ne l'ai pas dit mais poussez, partagez, mettez un petit boost, voilà, commentaires et autres, c'est vraiment très important donc pour le référencement. Moi, j'ai pas prévu, mais je crois que je vous ferai donc 3 vidéos, j'essaierai de vous la mettre un petit peu plus tôt celle-ci, puisque j'ai eu l'info sur Tesla, les offres devraient s'arrêter jeudi, on est mardi, donc c'est vraiment de l'info là, maintenant, que j'ai mise donc sur Facebook et notamment sur X, donc beaucoup d'actualités, et il va bientôt arriver de toute façon au mois de septembre, donc ça va être reparti. En plus, cette année, il y a le mondial de l'automobile. Allez, je vous souhaite une bonne journée.